Je vais passer la parole à Pierre-Henri. Pierre-Henri Fleurin. Pierre-Henri? Oui, oui, je suis là. Ah, bon, bah, ça va être un autre domaine et je suis ravi que tu nous présentes ton expérience qui commence à être ancienne en fin de compte, hein, de la navigation, puisque tu as publié tes résultats, la fiabilité de cette technique et je suis ravi que les membres de l'Académie puissent t'écouter sur ce sujet. À toi, Pierre-Henri. Alors, je partage mon écran. Voilà. Voilà, vous recevez bien l'écran? Merci. Bon. Donc, ma communication tombe assez bien parce qu'elle s'inscrit tout à fait dans tous les principes dont Pascal vient de parler et auxquels je souscris complètement. Et alors, voilà mes liens d'intérêt. Bien sûr, toutes ces technologies se développent avec des industriels parce qu'elles coûtent cher. Ça a été une des questions à la communication de Pascal. Notre rôle à nous, c'est de garder de la rigueur, de garder une indépendance par rapport à tout ça pour essayer d'avoir en tête que seul l'intérêt du patient doit compter. Derrière toutes ces technologies de guidage chirurgical et de planification, il y a le scanner. Le scanner, c'est une imagerie qui est devenue extrêmement importante pour la mise en place des prothèses, pour bien peser les indications, bien poser les indications, pour sélectionner les implants, pour reconstruire et identifier des glennes difficiles et puis pour planifier, comme l'a montré Pascal, la chirurgie. Depuis 2016, nous utilisons avec l'imagerie scanner à la fois une planification et une navigation péropératoire après un long travail de développement pour pouvoir amener cette technologie au bloc opératoire, ce qui n'est pas facile pour l'épaule compte tenu des limites qu'on a énoncées de voie d'abord et de complexité de l'articulation. Donc la planification, je vais passer assez vite. Pascal en a été le formidable promoteur et c'est devenu un outil que je trouve absolument indispensable à la fois pour bien poser l'indication et puis prévoir son intervention, connaître son patient, préparer son cas et puis il y a des développements supplémentaires qui sont la logistique du bloc opératoire et l'enseignement qu'il peut y avoir derrière ces technologies. Pour moi, la navigation est le développement naturel de la planification. Pascal a parlé des instrumentations spécifiques, mais si on veut éviter les inconvénients de l'utilisation de la fabrication d'une instrumentation spécifique, on peut utiliser un système de navigation qui va reproduire la planification, mais cette instrumentation naviguée peut être complexe et pénible pour le chirurgien. Donc, on a essayé de travailler sur la simplification de cette navigation en gardant le principe de la chirurgie conventionnelle et en fixant des capteurs reliés au système de navigation sur l'instrumentation conventionnelle pour naviguer, guider le fraisage de la glène, le perçage du point d'introduction des implants et aussi le placement des vis pour fixer notamment les prothèses inversées. Cette façon de faire simplifie la technique de navigation et raccourcit énormément la courbe d'apprentissage puisqu'on garde la même technique tout en l'accompagnant avec le système de navigation. Mais comment valider la précision de cette navigation? Donc, il était important de mesurer la précision du système de navigation par rapport à ce que l'on utilisait, instrumentation conventionnelle ou les instruments, les guides spécifiques. Donc, nous avons fait une étude avec des scanners post-opératoires de contrôle
Et on a pu inclure 31 patients à 6 mois post-opératoire sur les 40 premiers cas navigués, avec la possibilité de faire ce scanner post-opératoire. La population était représentée par 75% de prothèses inversées, ce qui représente à peu près l'équilibre des indications actuelles. L'âge moyen aux alentours de 70 ans et le pourcentage homme-femme était tout à fait le reflet des indications classiques de prothèses. Les scanners post-op ont été effectués avec le même appareil scanner que celui qui avait été utilisé en préopératoire et avec le même protocole de coupe, des coupes d'1 millimètre pour optimiser le degré de précision à la fois de la planification et de la navigation et aussi de la mesure qu'on allait faire en post-opératoire. On a ensuite mesuré la différence entre l'implantation qui avait été choisie lors de la planification et l'implantation qui avait été effectuée en réalité lors de l'acte chirurgical et qui pouvait être mesurée sur le scanner post-op en mesurant la version, antéversion, rétroversion de l'implant et l'inclinaison de cet implant. On a retrouvé une différence moyenne pour l'ensemble de ces 31 patients inférieure à 2 degrés, 1,58 degrés en inclinaison et 1,13 degrés en version. Donc, ça a permis d'attester de la grande précision de ce système de navigation, d'autant qu'on était encore un petit peu dans la courbe d'apprentissage puisqu'il s'agissait des 40 premiers cas. On a aussi regardé la dispersion des cas et on a vu que la différence restait inférieure à 2 degrés pour 97% des cas en ce qui concerne la version de l'implant et pour 80% des cas en ce qui concerne l'inclinaison. Donc, on avait assez peu de cas qui sortaient des limites idéales de précision qu'on s'était fixées. Si on compare ces résultats à la littérature, on s'aperçoit qu'on est tout à fait compétitif et intéressant avec le système de navigation, en particulier si on compare aux instrumentations spécifiques. Là, il ne faut pas chercher, à mon avis, à comparer de façon trop polémique ces deux techniques. Ces deux techniques qui font avancer la chirurgie dans le bon sens. L'instrumentation spécifique a ses avantages et inconvénients et la navigation a les siens, mais la navigation fonctionne et permet d'obtenir une grande précision. Ensuite, on a essayé de regarder si ces prothèses naviguées donnaient de meilleurs résultats sur le plan clinique. Donc, on a regardé un groupe de 49 patients navigués qu'on a comparé à un groupe contrôle de même âge, sexe et même recul. On s'est aperçu qu'en ce qui concerne les prothèses anatomiques, on avait des résultats à peu près équivalents à ce qu'on faisait en chirurgie conventionnelle. Sur le plan clinique, en termes de mobilité, on avait une petite amélioration en rotation externe et des mobilités qui semblaient légèrement meilleures, mais la différence n'était pas significative. Par contre, pour les prothèses inversées, technique dans laquelle on réinvente un peu l'anatomie, où le chirurgien a plus de mal à parfaitement savoir ce qu'il faut faire, et Pascal en a parlé juste précédemment, on a retrouvé des résultats qui étaient nettement supérieurs pour les prothèses inversées naviguées par rapport aux prothèses anatomiques. Alors, je pense que cette supériorité du résultat clinique, elle est à mettre sur le compte de l'outil navigation, mais aussi de la planification et aussi des progrès qu'on a réalisés en parallèle de tout ça, à la fois dans nos indications, puis dans notre façon de mener notre chirurgie, de la préparer. Donc, je crois que ça vient surtout attester des progrès qu'on a fait collectivement avec tous ces chirurgiens qui sont passionnés par la chirurgie de l'épaule. Les résultats ont énormément progressé. En termes de temps opératoire, la navigation pourrait apparaître un peu rébarbative si elle était longue et difficile à apprendre. On a mesuré donc les durées d'intervention pour l'ensemble de nos cas navigués. C'est une mesure qui est faite par l'infirmière de salle à partir de la checklist, donc qui est indépendante de l'opérateur, qui pourrait avoir toujours tendance à minimiser un peu son temps d'intervention.
on s'est aperçu que la courbe d'apprentissage était à peu près de 7 cas, on peut dire une dizaine de cas, durant lesquels le temps opératoire était un peu plus long, 8 minutes de plus pour les prothèses anatomiques, 13 minutes pour les prothèses inversées. Mais si on mesure la durée actuelle des prothèses naviguées telles que je les pratique, on n'a plus que 3 minutes d'allongement pour les prothèses anatomiques et 1 minute d'allongement pour la prothèse inversée. Ça aussi, c'est à mettre sur le compte de la progression chirurgicale, de la planification qui fait gagner du temps dans les choix qu'on a à faire en péropératoire, et puis du système de navigation qui est très intuitif, très facile à utiliser, puisque les capteurs sont fixés sur les instruments standards. En conclusion de cette navigation, je peux dire qu'après 328 prothèses naviguées à titre personnel, le temps additionnel est minime, les résultats cliniques sont très encourageants, ce qui me conduit maintenant à naviguer la totalité de mes prothèses d'épaule. J'ai même du mal à me passer de l'outil navigation, ce qui peut être aussi un piège, parce que si l'outil n'est pas disponible, il faut quand même rester capable de travailler comme avant ces outils sophistiqués. Et puis, j'ai regardé aussi ce que faisaient les autres parmi le groupe de personnes qui utilisent cette navigation GPS et cette prothèse. On a à peu près réalisé 13 000 prothèses naviguées en 3 ans. Et le taux de conversion des chirurgiens à la navigation avec ce système de navigation est actuellement de 40%. C'est-à-dire 40% des chirurgiens qui utilisent cette prothèse avec laquelle on peut utiliser un système de navigation, utilisent effectivement ce système de navigation. Donc, je pense qu'en conclusion, c'est une précision satisfaisante si on la compare au planning utilisé isolément et au guide spécifique de mise en place de la prothèse. Mais ma dernière conclusion, au cours de cette dernière conclusion, je voudrais revenir sur ce qu'on a connu avec Pascal Boileau et Philippe Valenti. On a eu la chance, en développant notre carrière à partir de la fin des années 80, d'assister à l'amélioration extraordinaire des prothèses d'épaule qui existaient avant nous. On peut dire que durant les années 90, les implants se sont améliorés. Pascal a beaucoup participé à cette amélioration en redéfinissant l'anatomie de l'extrémité supérieure de l'humérus et en essayant de concevoir des implants qui reproduisaient plus précisément l'anatomie. On a assisté durant ces années 90 au développement des prothèses inversées, au début des prothèses inversées qui à partir des années 2000, sont devenues des prothèses très matures et bien améliorées. Dans les années 2000, on a beaucoup travaillé sur les indications, on l'a vu avec le scanner, avec les publications, l'analyse des résultats. On a bien vu qu'il fallait tenir compte de l'état de la coiffe, mais aussi de la déformation de la glaine pour poser nos indications. Dans les années 2010-2020, c'est surtout la technique qui a progressé avec la planification, avec les guides spécifiques, avec la navigation que je viens de vous montrer. Et puis, je pense que maintenant, on va arriver à un temps d'évaluation, même s'il a commencé bien avant, mais une évaluation à plus long terme de nos résultats de prothèse. Et pour cette évaluation, on va pouvoir s'aider de l'intelligence artificielle dont on a parlé tout à l'heure. Donc, à partir de bases de données importantes de résultats de prothèses, on peut mettre au point des algorithmes d'analyse de ces résultats et on a déjà plusieurs publications sur le sujet qui sont assez prometteuses sur la nouvelle façon d'évaluer nos résultats avec l'aide de l'intelligence artificielle. On va pouvoir simplifier et fiabiliser le recueil des données. On a essayé de décrire des scores simplifiés, guidés là aussi par les algorithmes d'intelligence artificielle. On va pouvoir intégrer les données d'imagerie et de planning, comme l'a dit Pascal, c'est-à-dire que tout ce qu'on va recueillir dans les logiciels de planification, on va pouvoir les utiliser pour sensibiliser encore la qualité de l'évaluation de nos résultats et faire des corrélations entre ces résultats et l'état de départ du patient, ce qui est une donnée extrêmement importante, qui n'était pas toujours suffisamment bien prise en compte au préalable.
quand on manquait d'imagerie, quand on manquait de données. Ça va nous aider énormément à encore améliorer les indications. Et puis, ça va nous apporter une meilleure information du patient, ce dont on n'a pas parlé encore jusqu'à présent. Et ce qui est extrêmement important à l'heure actuelle, c'est de pouvoir pouvoir partager avec le patient la balance bénéfice-risque d'une intervention, pouvoir lui dire ce qu'il peut attendre de cette intervention avec plus de précision qu'on le faisait jusque-là, et puis pouvoir être un petit peu plus précis sur les risques et pas simplement dresser un catalogue de complications non spécifiques. Donc, en conclusion, toutes ces technologies améliorent la précision de la chirurgie, la reproductibilité de cette chirurgie, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus fiable sur un grand nombre de patients et vont améliorer les résultats, bien que ça reste à confirmer à plus long terme, puisque le meilleur positionnement des implants, on va le juger sur la longévité de ces implants, sur la qualité de la fixation, sur l'équilibre des contraintes sur l'implant qui vont lui donner plus de longévité. Et puis, cette évaluation clinique qui reste essentielle à notre pratique, qu'il faut absolument défendre et soutenir, aidée par l'intelligence artificielle, qui n'est qu'un outil au service de l'évaluation clinique, vont nous permettre d'affiner les indications chirurgicales, de préciser pour le patient la balance bénéfice-risque et donner au patient une information éclairée. Donc, pour vous donner une petite idée de la façon dont les prothèses d'épaule pourraient être posées dans les très proches années, ce qui commence à être le cas, c'est une consultation chirurgicale au cours de laquelle on recueille des données cliniques qui peuvent être tout de suite analysées par l'intelligence artificielle au vu des bases de données déjà établies. Puis, après cette consultation, on fait un bilan d'imagerie, scanner, IRM. Il faudra intégrer l'IRM, comme l'a dit Philippe Valenti, pour intégrer la qualité de la coiffe des rotateurs. Il faudra bien mesurer la dégénérescence graisseuse des muscles. Ensuite, on fera une planification à partir de ces données d'imagerie. L'intelligence artificielle viendra au soutien de cette planification pour mieux prendre en compte la déformation osseuse, la qualité de l'os aussi, la solidité de l'ancrage, et puis l'état de la coiffe et des muscles. Suivra probablement une deuxième consultation chirurgicale pour confirmer la décision et informer le patient de façon beaucoup plus claire et précise. Éventuellement, ça pourra aboutir à une contre-indication, à un renoncement du patient. Puis ensuite, on pourra organiser l'intervention de façon beaucoup plus précise qu'avant, en donnant des consignes au bloc opératoire sur la sélection des implants qu'on aura décidé d'utiliser, et puis pour partager aussi toutes ces informations avec l'équipe, les aides opératoires, les instrumentistes, voire même les anesthésistes sur la longueur de l'intervention. Et puis, la navigation nous permettra de reproduire cette planification au bloc opératoire, de même que l'instrumentation spécifique. Et puis, viendra le temps du résultat et de l'analyse du résultat. Donc, tout ça est très prometteur, très intéressant, mais vraiment, je pense aux bénéfices de nos patients qui vont profiter de ces nouvelles technologies pour obtenir des résultats à la fois meilleurs, plus fiables et plus durables dans le temps. Donc, merci à tous de votre attention. Merci Pierre-Henri. J'aurais simplement une question technique peut-être, parce que j'ai bien écouté. La comparer, maintenant que tu en as fait 1300, je crois, ou non, 320. 300 à titre personnel. Il y en a 13 000 qui ont été faites depuis 3 ans, mais pas un grand nombre de chirurgiens. Est-ce que tu as eu l'occasion, est-ce que vous avez étudié vos résultats de la navigation comparée aux cas non navigués, de cas complexes, comme parlait un petit peu Pascal? Parce que là, on a vu que dans les anatomiques, il n'y avait pas vraiment de différence. Dans l'inversé, je pense qu'il y a des différences parce que tu gères mieux l'inclinaison, probablement.
avec le système navigué. C'est probablement ça qui explique les différences. Mais est-ce que vous avez comparé les Glen A1, A2 et les Glen B2, B3 et C, navigués, non navigués? Est-ce que maintenant vous avez fait des groupes un peu pour prouver que ce système est d'autant plus fiable que la Glen est déformée et difficile à implanter? Alors, oui, ta question est importante et intéressante. Pour faire une évaluation clinique, il faut un assez grand nombre de cas, il faut du recul. Donc, il faut minimum 2 ans de recul pour pouvoir parler de résultats cliniques. On a commencé à naviguer les prothèses en 2016 et sur la fin de l'année 2016, c'était vraiment quelques cas qui participaient au démarrage du système. Donc, on a en gros 3 ans de mise en application de cette navigation. Et pour l'instant, on ne peut pas encore, on va pouvoir le faire, je pense, dans le courant de l'année 2021, inclure un très, très grand nombre de paramètres anatomiques dans l'analyse de nos résultats cliniques, parce qu'il faut avoir un grand nombre de cas avec plus de 2 ans de recul. Donc, on va rentrer dans cette analyse extrêmement intéressante de l'ensemble de ces données qui, par leur complexité, par leur nombre, si on rentre toutes les données préopératoires d'imagerie et d'anatomie du patient, effectivement, on va avoir besoin des algorithmes pour analyser tout ça. Et c'est ce qu'on est en train de faire et on attend avec impatience, effectivement, ces résultats pour pouvoir, face à tel type de situation ou tel cas complexe, pouvoir à la fois choisir l'indication et prévoir le résultat. Oui, Maxime Ross. Bonjour, merci pour votre présentation. Une question très technique et pratique au bloc. Lorsque vous utilisez la navigation, comment faites-vous le repérage initial? Est-ce que le patient fait un scanner avec un capteur en plus, ou est-ce qu'ensuite au bloc, quel type de repérage vous faites? Est-ce que c'est un repérage surfacique au niveau cutané, ou est-ce que vous servez des reliefs osseux pour calibrer en fait la navigation sur le moment? Alors, on utilise un scanner préopératoire qui nous sert pour la planification du cas. La planification est nécessaire pour la navigation puisqu'il faut avoir fait son intervention à l'avance. Et au bloc opératoire, on va fixer un capteur infrarouge sur l'apophyse coracoïde qui va communiquer avec le système de navigation qui se présente comme une petite tablette un peu plus grande qu'un iPad qui est fixée dans le champ opératoire recouverte par un champ stérile en gardant l'écran tactile, la possibilité d'échanger avec cet écran sur le plan tactile. Et puis, on va ensuite faire des acquisitions anatomiques sur le patient une fois que l'épaule sera ouverte, que la glène sera visible, avec un palpeur. On fait un certain nombre d'acquisitions anatomiques qui permettent au système de repérer la position exacte de notre patient et de confirmer ces données anatomiques. Une fois que cette acquisition est faite, elle est assez rapide, hein, c'est une dizaine de points à calibrer, eh bien, on peut commencer à utiliser le système de navigation avec des capteurs infrarouges qui sont sur les instruments. Donc, ça se passe assez simplement et sans déroger aux règles habituelles de la chirurgie, puisque on fait un scanner nécessaire pour le diagnostic et l'indication. On fait une planification, Pascal l'a montré, qui est, à mon avis, maintenant extrêmement nécessaire. Alors, Pascal disait tout à l'heure que certains chirurgiens trouvaient ça trop long, mais je crois qu'il l'a montré dans sa présentation, c'est très, très rapide une planification. Avec les logiciels actuels, en 5 minutes, on a planifié son cas. Donc, on ne peut pas dire que 5 minutes soit un temps trop long ou perdu. Je crois que c'est absolument indispensable pour bien poser nos prothèses. Et puis ensuite, le temps de navigation, on a vu moins de 5 minutes aussi, en plus du temps chirurgical habituel. Donc, je crois que ces quelques minutes additionnelles sont extrêmement importantes et on les doit à nos patients. Hubert Joannet. Oui, merci beaucoup pour votre vue en perspective et puis
votre intérêt pour les évaluations cliniques, mais je voulais vous interroger sur le service médical rendu. Parce que en chirurgie cancérologique ou en chirurgie bariatrique, le service médical rendu, il est facilement évaluable. Enfin, en tout cas, il y a des critères qui sont quand même objectifs. Mais en chirurgie fonctionnelle, c'est beaucoup plus difficile. Or, j'imagine que quand vous avez des patients qui ont des impotences plus sévères, avec donc des formes plus graves, les résultats ne sont pas toujours aussi bons. Et donc, quelle est votre approche de ce point de vue dans le cadre de l'évaluation clinique? Parce que lorsqu'il faut faire valider des actes ou des initiatives ou des innovations auprès de nos tutelles, ça me paraît important de leur montrer cet aspect des choses, parce que finalement, c'est le fondement de notre métier quand on opère un cas difficile. Ça fait partie de l'information aux patients et ça rentre dans notre résultat. Alors, dans les publications actuelles, on commence à beaucoup tenir compte du bénéfice substantiel. C'est-à-dire qu'autrefois, on mesurait des choses que le chirurgien, qui étaient évidentes pour le chirurgien, comme la mobilité, comme un certain nombre de critères qui nous faisaient plaisir quand on regardait nos patients à la consultation. Mais maintenant, on travaille un petit peu plus sur le ressenti d'amélioration du patient. Donc, on complète ces données un petit peu objectives par des données de sensation d'amélioration pour le patient quand il est porteur d'une prothèse d'épaule. Et donc, ça tient compte aussi d'un certain nombre de tâches qu'il peut faire à l'issue de son intervention, alors qu'il ne pouvait plus les réaliser auparavant. Donc, je pense que ça rejoint un petit peu votre question. On est très soucieux aussi, à côté des données objectives et des données un petit peu d'imagerie et de haute technologie, on est très intéressé aussi par l'analyse clinique des résultats et le ressenti du patient par rapport à ce résultat. Et l'intelligence artificielle, là aussi, va jouer un rôle pour analyser un petit peu plus de paramètres ou les sélectionner de façon un peu plus précise pour sélectionner les paramètres auxquels le patient attache le plus d'importance. Monsieur le Président, Henri Coudin, est-ce que je peux poser une question? Oui. Merci, Monsieur le Président. Merci, Pierre-Henri, c'était tout à fait merveilleux. Je voudrais te féliciter pour un point particulier qui me touche beaucoup, parce que j'ai noté que dans ton topo, tu avais prononcé 14 fois la notion de balance risque-bénéfice pour le patient. J'ai vu que dans une des slides que tu as présentées, tu proposais une deuxième consultation, donc ce qui laisse effectivement tout le délai de réflexion nécessaire, et que même à cette deuxième consultation, tu acceptais bien évidemment, et tu l'as dit, que le patient pouvait très bien encore changer d'avis. Et je pense que ça, dans le cadre éthique de la réalisation de ce type d'implant prothétique, c'est tout à fait extraordinaire de voir que ce message qui, comme tout le monde le sait, impacte très très fort le problème de responsabilité vis-à-vis de l'information des patients dans notre discipline, c'est-à-dire en chirurgie orthopédique, est réglé. Donc ça, je voulais te féliciter. Alors j'aurais une seule question à te poser. Tu as dit que finalement, cette planification et l'utilisation péropératoire de cette navigation, ça a duré 5 minutes de plus. 5 minutes, ce n'est pas beaucoup, mais ma question est la suivante. Quel temps as-tu mis, toi, Pierre-Henri, pour arriver à ces 5 minutes, c'est-à-dire la learning curve, la courbe d'apprentissage, c'est combien? Il faut en faire 50, il faut en faire 10, il faut en faire une seule, voilà. Dans tous les cas, merci Pierre-Henri, et surtout tu transmets toutes mes bonnes amitiés à tous les amis de Mérignac. Merci Henri, ça fait très plaisir de te revoir, comme tu le disais. Je pense que ces visioconférences sont l'occasion aussi de créer ce lien entre nous qui est nécessaire pour partager, évaluer, quelquefois ne pas être d'accord, mais quand même sur ces désaccords construire des choses positives.
le temps, la courbe d'apprentissage, je l'ai mesurée assez précisément. Dans mon cas, elle a été de 7K. Mais c'est une donnée qui est un petit peu biaisée parce que comme j'avais travaillé pendant 10 ans auparavant sur la mise au point de ce logiciel de navigation, j'avais fait beaucoup de laboratoires d'anatomie, beaucoup de choses sur OSSEC. J'ai dû gagner du temps dans ma courbe d'apprentissage. Mais toujours est-il qu'au bloc opératoire entre mes mains, ça prend 7K. Admettons que pour quelqu'un qui découvre le système, ça puisse prendre une vingtaine de cas ou une quinzaine de cas. Je suis bien persuadé qu'au bout d'une quinzaine de cas, on se débrouille très bien avec le système de navigation. Et comme on le disait précédemment, les jeunes générations qui nous suivent vont être plus rapides que nous encore. Nous, on n'a pas commencé notre formation chirurgicale avec ces technologies-là, alors qu'eux vont avoir à disposition cette technologie depuis le début de leur formation, ou en tout cas très, très rapidement. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez rapide à apprendre et à acquérir. Et puis, en ce qui concerne la balance bénéfice-risque et la consultation d'information du patient, je pense qu'au-delà de l'obligation légale qui nous pousse peut-être à le faire, moi, je crois qu'il y a un réel plaisir, et ça, dans ces années, un petit peu après 30 ans d'exercice de cette chirurgie, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de partager à la consultation avec le patient un certain nombre de données, de transmettre un certain nombre d'informations pour l'aider à prendre sa décision. Et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on construit mieux le résultat, qu'on explique mieux ce qu'on peut attendre de la prothèse et qu'on aide le mieux le patient à arriver serein à l'intervention, peut-être plus motivé pour la rééducation, plus patient pour l'immobilisation, parce que c'est quand même une chirurgie qui soumet le patient à pas mal d'inconvénients et de contraintes. Et donc, le fait de lui avoir bien expliqué à la consultation, si possible en deux étapes, améliore aussi les résultats. Je pense que quand on parle d'amélioration des résultats, il faut un peu tout mettre dans la balance. On progresse collectivement et on progresse sur plein de choses qui dépassent encore largement ces technologies-là. Merci Pierre-Henri. C'est vrai que tu as montré aussi l'évolution historique qui était très intéressante, mais quel chemin parcouru, et je me tourne vers le président de la séance, Philippe Valenti. L'une des premières prothèses d'épaule que j'ai vu mettre, c'était au Presbyterian Hospital, et c'était NIR, et il y avait une radiographie de face et une radiographie de profil. Alors, quel chemin, et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Merci Pierre-Henri, c'était une excellente communication. Merci, Monsieur le Président. Merci Henri, nous sommes obligés d'avancer un petit peu parce qu'il reste 1 heure et 3 communications importantes.